Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un pays fantastique et merveilleux, la Colombie. Il est temps de découvrir l'histoire de ce pays merveilleux et mystérieux, voilà, les fameux mystères de l'Amérique du Sud. Mais sans bouger d'ici par contre. J'ai pas les moyens. Et ce long voyage de mon fauteuil jusqu'à... mon fauteuil, eh bien il va nous amener dans un des pays les plus mystérieux du monde et les plus passionnants. C'est parti pour la Colombie. La Colombie est un pays d'Amérique du Sud vivant sous un régime de république unitaire avec 32 départements, alors que nous on a plus de 100, ce qui nous rend logiquement plus forts. Situé au nord de l'Amérique du Sud, le pays est aussi le 4e plus grand pays du continent, et d'ailleurs c'est aussi le 26e plus grand pays du monde, alors que la France n'est que 41e. Ce qui nous rend logiquement plus faibles. Oui, j'aime bien les messages contradictoires. Oui. La capitale est Bogota et le pays est peuplé de 51 millions de personnes, mais le plus intéressant c'est le nom Colombie. Bon, vous n'êtes pas complètement ignare, vous savez que c'est en référence à Christophe Colomb qui a découvert le sol américain. Sauf que, c'est bien ça le problème, il a découvert l'Amérique, pas que la Colombie. Ça fait que les autres pays autour savent pas vraiment pourquoi la Colombie s'est appropriée à elle seule le nom de Christophe Colomb pour son pays. Cette appropriation a mis très en colère les voisins de la Colombie, un différend qui est heureusement entériné depuis, mais moi perso je suis pour le relancer parce que j'aime bien les conflits quoi. Le drapeau de la Colombie est assez rigolo parce qu'il y a une grosse bande jaune en haut et deux bandes bleues et rouges plus petites. Le jaune représente l'or, le bleu c'est l'océan et le rouge le sang versé pour l'indépendance. C'est tellement original! Qu'est-ce qu'on se fait chier? Le pays était peuplé de civilisations très avancées et qui avaient un vrai savoir-faire scientifique, comme les Arawaks ou les Muiscas. Sauf que malheureusement pour eux, ils ne savaient pas qui était Jésus-Christ et par conséquent, les Espagnols ont colonisé leurs terres, les ont réduits en esclavage et les ont génocidés, comme le feraient de vrais gens civilisés. D'ailleurs, le nom Colombie, c'est une arnaque, puisque Christophe Colomb n'est pas le premier à avoir posé ses énormes panards sur le sol colombien. Le premier, c'est Alonso de Ojeda. Sauf qu'un pays qui s'appelle Oredi, c'est dégueulasse, et nous on prononcerait ça sûrement Ojdi, donc ce serait encore pire. Ou alors on appellerait ça Allons-y, mais ça c'est juste pas possible. Alonso de Ojeda, son truc c'est de trouver l'Eldorado, un lieu mythique, pavé d'or, des montagnes d'or, de l'or partout, tout l'or de Cortés ou l'argent de Pizarro ne sont que fadaises comparé à l'or d'Eldorado, qui n'existe pas. Sauf que la Colombie n'est pas complètement idiote, du coup elle a entretenu ce mythe, évidemment. Et si vous vous souvenez bien, dans le film Sur la route d'Eldorado, si vous n'étiez pas trop préoccupé à vous demander pourquoi Shell a un accent espagnol alors que les Espagnols n'ont pas d'accent dans le film, vous aurez remarqué cette scène où les Eldoradiens, je suppose qu'on dit comme ça, jettent des objets dorés en hommage à Xibalba. Et en fait, le peuple des Muiscas avait bien un rituel où ils arboraient leur nouveau chef d'or pour qu'il brille comme un soleil, et que les gens lui offrent des objets de valeur. Cette tradition a sûrement entretenu le mythe d'Eldorado et nous a permis, bien des années plus tard, d'avoir cette phrase. Il fait ça. Pendant le XVIe siècle, les Espagnols commencent à s'installer, construire des villes et créent même des infrastructures coloniales, mais subissent également des attaques de pirates des Caraïbes. Oui, comme le film. 2 siècles plus tard, quand les Espagnols sont bien installés, la population locale commence à en avoir un peu marre, d'autant plus que la couronne espagnole demande toujours plus d'impôts. Après la Révolution française et l'attaque de Napoléon sur l'Espagne, toutes les colonies espagnoles commencent à réfléchir un peu en même temps à renverser le pouvoir colonial. L'indépendance émergera au fil de plusieurs guerres civiles et plusieurs transformations, car les différents territoires de la région ont gagné leur indépendance petit à petit pour construire et amplifier les provinces unies de Nouvelle-Grenade, qui sera ensuite recolonisée par les Espagnols qui ont profité des divergences internes. Sauf qu'un Colombien, c'est persévérant. Il y a un mec qui va lancer une révolution et qui va la gagner, et ce mec, c'est Simón Bolívar. Alors ce nom, il doit sûrement vous parler si vous connaissez un peu l'histoire de l'Amérique latine. Bolívar, c'est une personnalité extrêmement importante du monde hispanophone, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a obtenu son nom du libérateur, ou comme on dit en espagnol, el liberador. Quelle langue si étrange et si différente de la nôtre. C'est d'ailleurs Bolívar qui a contribué à l'émergence de la Grande Colombie, puis coup d'État. Et le pays devint la République de Nouvelle-Grenade, puis coup d'État. Et le pays devint la Confédération Grenadine, puis coup d'État. Et le pays devint les États-Unis de Colombie, puis... Non, c'est tout. Ah si, il y a eu des guerres civiles quand même aussi. La guerre des 1000 jours qui effectivement dura bel et bien 1000 jours et qui se traduisait par un rejet du gouvernement en place.
100 000 morts sont à déplorer tout de même, mais c'est le début de plusieurs années de guerre politique. Quand les libéraux arrivent au pouvoir, ils font la guerre au Pérou. Quand les progressistes arrivent au pouvoir, les riches font la guerre aux paysans. Quand les conservateurs arrivent au pouvoir, les hommes de gauche sont assassinés et les deux partis politiques se font la guerre. Littéralement. Voilà, quand le monde entier se fait la guerre, la Colombie se fait la guerre à elle-même. Mais la Seconde Guerre mondiale va inspirer Laureano Gómez. Il est élu président du pays dans les années 50 et il est passionné nazi. Ce qui fait qu'il n'est pas trop apprécié des USA, mais bon, comme il est anticommuniste, au final, c'est bon, on peut être allié avec lui. Parce que bon, être nazi, bon, bah, c'est pas cool. Mais être communiste? Quoi? Gómez décide de supprimer la possibilité pour les gens de voter parce que fuck, mais il sera fort heureusement ensuite renversé par Gustavo Pinilla. Tout simplement inouï. Pinilla qui décida après des années de dictature d'imposer son propre régime où il décide un peu tout seul, et où les gens pas d'accord se font enfermer. Waouh, c'est le grand changement. Ça ressemble à une dictature. On ne peut rien vous cacher, Jenny. Ce nouveau coup d'état poussa des forces politiques à s'engager dans des guérillas, comme par exemple les FARC, qui sont encore actives aujourd'hui. Mais heureusement, le pays retrouve sa stabilité en 1989. Et oui, parce qu'en 1989, Luis Galán est ultra favori pour remporter les présidentielles. Sauf qu'il est assassiné. Mais non! Bernardo Ramallo, son adversaire, est lui aussi assassiné. Carlos Pizarro, autre adversaire des deux premiers, est aussi assassiné. On est tous morts. Parce que bon, il y a les FARC, les narcotrafiquants, l'armée, l'église, voilà, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, quoi. Mais bon, au moins, ça permet d'avoir des campagnes présidentielles sympas, comme par exemple en 2002, voilà, Alvaro Vélez est élu président grâce au soutien des paramilitaires qui sont allés voir les paysans pour les menacer, afin qu'ils votent pour le Vélez, quoi. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, on fait tout pour l'avoir. Merci pour cette belle leçon de vie. Mais heureusement, aujourd'hui, la Colombie a retrouvé un semblant de stabilité. J'ai bien dit un semblant. La Colombie est divisée en 5 régions qui sont chacune très différentes au niveau de la culture. Mais c'est la région des Andes qui est la plus peuplée, avec notamment la ville de Bogota. Bogota en elle-même est une ville très particulière. Par exemple, autour de la ville, il n'y a que 60 km qui séparent un énorme désert d'une toundra avec de la neige qui ne fond jamais. Quand te reverrai-je? Si vous vous rappelez de ma vidéo sur l'Argentine, j'expliquais que l'Argentine c'était un peu comme la carte dans Mario, et que nous rîmes de cette galéjade, comme nul autre dans le temps de Ria. Eh bien en fait la Colombie c'est un peu pareil, mais avec encore moins de distance entre chaque endroit. Et du coup est-ce que ça fait que le pays est vraiment chaud? Eh bien en fait, pas tant que ça. Bogota a une moyenne de 12 degrés tout au long de l'année, et c'est plutôt dans le reste du pays qu'il fait chaud. Et en plus, c'est même pas du chaud sauvage, hein, il fait chaud mais de manière convenable sans que ce soit trop humide. En termes de vie sauvage, la Colombie est le deuxième pays avec la biodiversité la plus riche. La Colombie abrite 2000 types d'oiseaux, ce qui en fait le pays avec le plus d'oiseaux au monde. Je roucoule! Et le pays abrite également 15% de la flore mondiale. Il y a 15% des espèces d'amphibiens qui vivent en Colombie, 30% des espèces de tortues et la moitié des orchidées. Bref, la Colombie c'est la plaque tournante de la biodiversité et la moitié du pays n'a pas encore été explorée parce que on n'a ni les moyens ni l'assurance de ne pas crever en l'explorant. Mais toutes ces espèces, aussi riches soient-elles, sont menacées par le dérèglement climatique. Par exemple, il y a 90% des glaciers colombiens qui ont disparu depuis le début du XXe siècle. Et pourtant, cette biodiversité est une partie importante de la culture et la fierté du peuple colombien, alors qu'elle est menacée. Mais bon, hein, qu'on soit bien clair, c'est pas la faute des milliardaires, hein, non. C'est la faute de toi, là, qui traîne sur YouTube et qui pollue avec ta bande passante. Et tout ça pourquoi, en plus, hein? Pour regarder les mêmes vidéos de l'un qui est tiracide, là, que tu connais déjà par cœur, peut-être? Ah, c'est marrant, celle-là, je m'en souvenais pas, tiens. Il y a plein d'espèces différentes et des animaux trop cool, comme le tapir qui ressemble à un éléphant mal fait, le tamanoir qui mange des fourmis avec sa grosse langue, et le toucan, dont le nom complet est... Toucan Tocard. Un peu comme si toi, tu t'appelais Étienne Le Pourri. Il y a aussi des animaux vachement moins cool comme le jaguar qui est bien plus rapide que vous si vous tentez de le fuir, la grenouille d'Andropathe qui vous tue si vous la touchez, ou le crocodile de l'Orénoque. L'Orénoque, t'entends? Toute cette biodiversité, toute cette nature, toute cette culture. On peut lancer la partie culture s'il vous plaît? Quand je vous dis Colombie, vous pensez à quoi?
Cocaïne, oui, je sais. On peut essayer d'élever un peu le niveau intellectuel, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est con, hein, mais le narcotrafic, c'est le premier truc qu'on pense quand on parle de Colombie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marque, hein. Dans les années 90, le taux d'homicide pour 100 000 habitants était de 71%. Mais bon, dans les années 2010, il est tombé à 30%. Ah bah ça va. En termes bruts, 30%, ça fait 100 000 morts par an. Et histoire de comparer, à Marseille, c'est 51 personnes mortes en 2023. Donc voilà, quand vous voyez des classements qui disent que Marseille est la ville la plus dangereuse du monde, bah dites-vous qu'il y a Bogota, ou Kaboul, ou Gaza. Mais certaines morts sont à déplorer à cause des opérations militaires pour lutter contre les guerrillos. Et des civils sont tués dans ces opérations. Et quand ça arrive, on dit que c'est les militaires les victimes. Voilà, c'est sympa. Au-delà de ça, les militaires tuent aussi des syndicalistes. Non, vraiment, l'armée colombienne n'est pas une super armée. Le pays en lui-même est assez divers, hein. 49% de sa population est métisse, et cela constitue le premier groupe ethnique du pays. Vient ensuite les blancs à 37% et les noirs à 10%, et enfin les autochtones à 3%. Par contre, quasiment toute la population est catholique. Et pourtant le pape... non, ça j'ai déjà fait cette blague, merde. En termes gastronomiques, il n'y a pas grand chose de très connu chez nous qui est colombien, à part la repa, mais bon, c'est juste du pain de maïs, donc il n'y a pas de quoi se rouler par terre, quoi. Par contre, des Colombiens connus, vous en avez tous en tête, et parfois même certains qui vivent chez nous. Parce que le peuple colombien, c'est aussi un peuple qui voyage et qui émigre. En France, on a une grosse diaspora colombienne avec 100 000 personnes originaires de ce pays. Avec des personnes comme Ingrid Betancourt, Juan Arbelaez, ou cette fille qui était dans ma classe en 3ème, mais bon, elle par contre, elle est pas trop connue. Mais c'est évidemment surtout les USA qui ont le plus de ressortissants colombiens, comme Rachel Zegler, John Leguizamo ou Sofia Vergara. Mais chez les Colombiens de Colombie, les plus connus, c'est évidemment les sportifs et surtout les footballeurs, qui est le sport national là-bas. James Rodríguez, James Rodríguez, James Rodríguez, James Rodríguez, James Rodríguez, James Rodríguez, James Rodríguez. Bon, et qu'est-ce que... Radamel Falcao, Juan Cuadrado, David Ospina. Ah, il y a aussi d'autres joueurs qui s'appellent tous John, d'ailleurs, bon, bizarre. Mais aussi d'autres sportifs comme Juan Montoya en F1, Mariana Pajon en BMX, Cecilia Baena en patinage et Nairo Quintana en cyclisme. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne pas rappeler. Je pense qu'on a cité tous les Colombiens connus, hein. En musique, on a le chanteur juanesque Shakira. 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 La reine de la musique colombienne. Waka Waka, les amis. Connue pour ses chansons, mais aussi pour son style de danse inspiré de ses origines orientales libanaises, qu'elle a fait la première fois dans un restaurant oriental, alors qu'elle explique avoir été prise de l'irrésistible envie de déhancher son nombril en entendant les tambours. Eh ben putain, heureusement qu'on n'est pas tous comme toi, Shakira. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Sa danse d'ailleurs a été longtemps travaillée et elle explique avoir eu très mal pendant plusieurs mois aux articulations à force de répéter ses mouvements, essayant même de tirer à pile ou face avec son nombril. Quoi? Et c'est aussi ça la Colombie, le brassage, le mélange, le métissage. Ne pas rappeler. Deux partis politiques dominent l'histoire du pays, le parti libéral de centre et le parti conservateur de droite. Devinez lequel est au pouvoir actuellement, vous avez perdu, c'est la gauche qui est au pouvoir. Tu vas faire quoi en fait? Gustavo Petro est le premier président de gauche de l'histoire du pays, ce qui est déjà dingue, et il gouverne au sein d'un gouvernement très marqué par les questions sociales et environnementales. Sa vice-présidente est Francia Marquez, une militante écologiste issue du parti Soy porque somos, littéralement je suis parce que nous sommes, un parti écologiste et antiraciste marqué par l'héritage africain de la Colombie. Dans son gouvernement, il y a des socialistes, des écologistes, des communistes, des anarchistes. Voilà, c'est le NFP mais en mode turbo, quoi. Mais il y avait aussi à la base des libéraux qui se sont barrés à cause de la politique trop à gauche de Petro. Faut dire que le gars est un ancien guerrier passé par les groupes paramilitaires de gauche, forcément le gars a pas trop le temps de niaiser. Durant sa présidence, elle a surtout dit vouloir lutter contre la déforestation et les inégalités sociales. Et en vrai, à part les quelques fois où ses alliés libéraux ont voulu l'empêcher de le faire, c'est plus ou moins ce qu'il tente de faire et voilà, il a plus ou moins respecté ses engagements. Il a même investi massivement sur les besoins publics comme les services, la santé et l'alimentation. Et pourtant, la gauche n'a pas toujours été très populaire dans le pays et elle a même été carrément marginalisée. Mais ce qui est intéressant en Colombie, c'est surtout la violence politique qui existe. Parce que si vous trouvez qu'en France, on va trop loin, on n'arrive pas du tout à la cheville de la Colombie qui est très très haute à ce niveau-là. Il y a eu des guerres civiles, des conflits armés, des guérillas armés même. Et qui c'est qui gère tous ces réseaux de narcotrafiquants, de guerres, de conflits armés? Eh ben c'est l'Église. Fut un temps, le candidat du parti conservateur devait passer par l'aval de l'archevêque de Bogota, tandis que les plus fidèles encourageaient à mener une guerre sainte contre les partis opposés. Puis après, c'est devenu vachement plus sain, on a juste emprisonné des gens, des journalistes, des syndicalistes, des écologistes, des indigènes, et même parfois on les tue.
Il n'a pas fallu attendre la gauche pour ça, hein. Même entre le parti conservateur et le parti libéral, il y a eu des conflits qui ont débouché sur des guerres civiles et qui ont fait des milliers de morts dans tout le pays. Il y a même certains partis politiques qui ont été exterminés. Et c'est pas genre on les interdit, non, on a juste exterminé tous les gens qui militaient dans ces partis. Alors comment fait Gustavo Petro pour mener à bien sa politique et même pour survivre en fait? Et sachez que ça n'a pas toujours été facile. Connu pour avoir été maire de Bogota ou même professeur honoraire à l'université de... Non, sérieux? La campagne de Petro a été très compliquée. Les entreprises colombiennes ont menacé leurs employés de licenciement s'ils votaient pour Petro. Le candidat a même dû éviter d'aller dans certains endroits du pays pendant sa campagne afin de ne pas risquer d'être victime d'un attentat. L'administration Biden a même discrédité sa campagne, donc vraiment tout était réuni pour qu'il ne gagne pas. Il est finalement élu et demande que l'épée de Simón Bolívar soit exposée le jour de son investiture, alors que le roi d'Espagne faisait partie des invités. Ça sera d'ailleurs le seul à ne pas se lever au moment du passage de l'épée. Depuis qu'il est président, l'opposition est menée surtout par les grands groupes de presse et par les entreprises, mais aussi par des anciens responsables de la police qui lancent des manifestations dans la rue pour s'opposer à un projet d'amélioration des droits des travailleurs. Une manif nationale qui a réuni 91 000 personnes. 91 000 personnes pour une manif nationale qui a été lancée et communiquée par les grands groupes de presse et les grosses entreprises. Dans un pays de 50 millions d'habitants, en France, on a eu 300 000 personnes au niveau national juste pour une manif lancée par la CGT le 1er mai. Et la Colombie a le record du plus haut indice de syndicalistes assassinés dans le monde, que ce soit à cause de la police ou à cause des narcotrafiquants qui veulent garder leur business intact. Après, je comprends que le business c'est important, mais de là à tuer des gens... Mais ils ont pris de la drogue! Non? D'ailleurs, selon le journal El País, un ancien ministre des Affaires étrangères colombien avait apporté son soutien à une éventuelle opération de coup d'État contre Gustavo Petro menée par les États-Unis, alors que le président mène une campagne de renforcement des lois sur les conditions de travail des salariés pour les améliorer. Tout ça pour dire que la Colombie c'est un chouette pays, ou en tout cas ça essaye de le devenir. Voilà. Sauf pour les ultra riches, par contre. Ouais. Mais bon, si tu traînes sur YouTube à cette heure-là, à mon avis, t'es pas très riche.